Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les grandes puissances de l'âge du bronze ont été anéanties par des invasions de peuplades violentes et mystérieuses qu'on appelle les peuples de la mer, ces immigrants venus par la terre et par la mer, dévastant tout sur leur passage. Un texte découvert dans les ruines de la ville portuaire d'Ougarit décrit d'ailleurs précisément la situation politique et économique en 1185. Il s'agit d'une lettre adressée au roi de Chypre par le roi d'Ougarit qui décrit avec effroi les vaisseaux ennemis. Il dépeint terrifié l'ennemi qui, je cite, incendie les cités et sème la destruction. Mes troupes sont en pays hittite, mes bateaux sont en Lycie et la contrée est abandonnée à son sort. Dans une autre lettre, c'est le roi du Hatti qui évoque des Chikalayas, ceux qui vivent sur des bateaux. 10 ans plus tard, en 1175, toujours avant Jésus-Christ, les royaumes du Hatti et d'Ougarit sont anéantis et leurs principales cités réduites en cendres. Seule l'Égypte de Ramsès III résiste toujours et encore à ses envahisseurs, si vous voulez. Le pharaon réunit une puissante armée, il lance une double opération à la fois terrestre et maritime et il terrasse ces peuples des mers. Les fouilles d'Ashdod montre que la ville a connu une existence prospère sous l'influence égyptienne avant d'être détruite elle aussi par le feu. Elle est rebâtie par des immigrants cananéens, elle connaît un nouvel âge d'or au cours du XIIe siècle avant Jésus-Christ, marqué par une nouvelle architecture, une nouvelle céramique qui témoigne de l'influence égéenne et qui permet de dater ces pratiques. Le reste du pays est secoué par des actes de violence dont la cause demeure encore aujourd'hui inconnue. Cette violence généralisée dure près d'un siècle. La crise engendre des querelles entre cités cananéennes qui rivalisent pour le contrôle des terres agricoles vitales et des villages de paysans. Ces paysans et ces populations qui vivent dans les campagnes à court de ressources s'attaquent aux riches cités qui se trouvent à leur portée. Les anciens centres cananéens disparaissent alors, les uns après les autres. Hazor, Lachish, Megiddo sont tour à tour pillés, incendiés et donc abandonnés. Ce désastre s'étend sur plusieurs dizaines d'années. La société cananéenne se décompose de façon graduelle. Les cités ne sont pas toutes détruites au même moment. Lachish est abandonnée sous le règne de Ramsès III, tandis que Megiddo est détruite bien plus tard sous le règne de Ramsès IV. Alors si ce sont des paysans révoltés qui ont incendié Hazor, Lachish et Megiddo, c'est donc pas Josué qui les a détruites lors de sa supposée conquête de Canaan. L'archéologie démontre que la destruction de ces villes s'est déroulée à plus d'un siècle d'intervalle, due à des invasions, des troubles sociaux ou à une guerre civile. Elles n'ont donc pas été rasées par une seule et même armée au cours d'une unique campagne militaire. Donc ce constat nous oblige à nous poser cette question: quand le récit de la campagne de Josué a-t-il été écrit ? Bonne question, direz-vous. En se penchant sur la liste des villes citées dans le texte, on se rend compte qu'elles se situent exactement sur les frontières du royaume de Juda au temps du roi Josias. Quant aux lieux qui sont mentionnés, ils correspondent aux sites occupés au 7e siècle avant Jésus-Christ dans cette même région. En plus, certains de ces sites qui ne sont occupés que durant les dernières années du 7e siècle avant Jésus-Christ, le livre de Josué fait donc partie du Deutéronome qui rassemble 7 livres de divers matériaux bibliques et compilés sous le règne de Josias. Il insiste d'ailleurs fortement et de manière répétée sur le fait que l'ensemble du pays d'Israël doit être dirigé par un roi choisi par Dieu qui observe scrupuleusement les lois données à Moïse au sommet du mont Sinaï et qui se doit d'éradiquer tous les cultes des idoles. Le livre de Josué est écrit dans un langage et dans un style particulier qui porte un message théologique très strict. Ils trouvent leur expression la plus aboutie dans les descriptions des batailles individuelles qui ont été intégrées à l'histoire globale. Le plan de bataille mis au point par Josué correspond plus à la réalité stratégique et militaire du 7e siècle avant Jésus-Christ qu'à celle de l'âge du bronze récent. Ce n'est pas Josué qui attaque Jéricho et Haï, mais Josias qui suit de près le retrait des Assyriens de Samarie. Jéricho est le bastion le plus méridional du royaume nordiste d'Israël, puis de la province assyrienne, et elle ne connaît son épanouissement que sous le règne de Josias. En réalité, la conquête de Shéphéla correspond à l'expansion de Juda dans cette région clé très fertile, mais qui a été annexée à l'Empire assyrien quelques décennies auparavant et occupée par des cités philistines.
Lachish et Églon sont des villes qui appartiennent à la tribu de Juda. La campagne de Josué s'oriente vers le nord, ce qui est en fait le reflet des ambitions territoriales de Josias et le plan de ses futures conquêtes. Et la référence à Hazor rappelle son glorieux passé d'éminente cité cananéenne, une réalité qui, lors de la rédaction du livre de Josué, ne date que d'un siècle, quand Hazor est devenu le centre le plus important du royaume d'Israël, et puis plus tard, un centre provincial de l'Empire assyrien. Les territoires du Nord, décrits dans le livre de Josué, correspondent au royaume d'Israël vaincu, considéré par les Judéens comme un héritage que Dieu a accordé au peuple d'Israël et qui est destiné à être reconquis par un nouveau Josué, c'est-à-dire Josias. Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.